Ok, très bien. Bah, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Martine de me donner l'opportunité de présenter un petit peu ce travail-là. Donc, ce que je voulais faire avec vous, c'était avoir une réflexion un petit peu sur ce que j'ai appelé l'approche interculturelle du plagiat. Alors pourquoi je voulais proposer ce thème? D'abord parce que Martine m'avait gentiment invité à intégrer ce groupe sur l'intégrité scientifique et le plagiat et le créacolage numérique. Et puis aussi parce que, donc, comme le disait Martine, je suis enseignant à l'Université de Lorraine et j'ai été pendant 5 ans membre de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers, donc c'était des étudiants, et nous avons eu beaucoup de cas de plagiat à traiter, quels que soient les niveaux des étudiants. Et ce qui est venu aussi rapidement, c'est que nous avions beaucoup de cas de plagiat d'étudiants qui n'étaient pas français, ni même européens. Et on s'est vite rendu compte avec les collègues qui siégeaient aussi à la section disciplinaire que, que la vision, la perception qu'on pouvait avoir du plagiat semblait être très très différente selon la culture ou le pays duquel on venait. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais proposer cette réflexion un petit peu sur cette approche interculturelle. Et puis, je n'en doute pas, après, nous pourrons interagir tous ensemble. Alors, dernière petite précision aussi, moi je suis donc en Lorraine, je suis le directeur du laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences, le 2LPN, donc qui est un tout nouveau laboratoire composé de 2 tiers de psychologues, on va dire, et d'un tiers de neuroscientifiques, neuropsychologues. Alors, pour cette approche interculturelle du plagiat, mes questions de départ sont des questions qui finalement sont un petit peu provocatrices, mais volontairement. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre le plagiat? Finalement, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière des questionnements aussi plutôt idéologiques ou historiques? Très vite, on va se rendre compte que tout dépend aussi de la valeur qu'on accorde au plagiat. Donc, vous me voyez arriver, c'est que la valeur, bien sûr, quand on parle du plagiat dans le monde universitaire, on pense à la valeur pédagogique, mais vous allez voir qu'on peut aussi avoir une réflexion en termes de valeur économique, puisqu'après tout, le plagiat ne concerne pas que les étudiants. Il y a beaucoup d'affaires de par le monde qui sont des affaires de plagiat en termes de vol de brevets, vol de données, copie de véhicules construits, etc. Puis aussi une valeur éthique. Donc là, une valeur éthique, c'est une réflexion plutôt morale. Donc s'il y a des collègues aussi qui sont plutôt d'obédience philosophique, ben, je suis très très preneur de ces réflexions-là. Et puis la troisième question, donc qui fait même le cœur même de ma présentation, c'est mais après tout, est-ce qu'il existe vraiment des différences interculturelles quant au plagiat? L'objectif, bien sûr, c'est plutôt d'essayer de comprendre d'abord si ces différences existent et si oui, d'où elles viennent, et surtout pas de juger. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai siégé en section disciplinaire, donc là en section disciplinaire, on essaie de comprendre, mais on rend un jugement et on rend une sanction. Là, l'objectif de ma présentation, c'est pas du tout de juger le bien fondé ou pas des différences interculturelles, mais c'est plutôt d'essayer de les comprendre. De voir un peu comment ces différences interculturelles sont étroitement liées à une construction qui s'est faite au fil du temps, au fil des évolutions idéologiques, mais aussi économiques et bien sûr historiques. Alors, mon point de départ de la réflexion, c'est qu'après tout, là aussi, je suis un petit peu provocateur, mais volontairement. Concernant le plagiat, nous partageons tous des postulats. Alors, j'ai mis entre parenthèses avec un point d'interrogation, est-ce qu'après tout, ce ne sont pas des dogmes? Parce qu'effectivement, c'est rarement remis en cause. Les 2 principaux postulats sur lesquels nous partons souvent, c'est que tous nos étudiants, et même les plus jeunes, premier, second degré ou secondaire, tous les étudiants et tous les enseignants, en fait, nous partageons la même définition de ce qu'est ou pas le plagiat. Et tous nos étudiants et nous-mêmes partagerions la même opinion quant au plagiat. Et en gros, on a souvent un jugement plutôt moral, c'est plagier, c'est pas bien, plagier, c'est mal. Donc on part de ce postulat-là, de ces 2 postulats, et voilà. Après tout, est-ce que ce ne sont pas plutôt des dogmes? Est-ce qu'il y a assez de données qui nous permettent de corréler ces positionnements-là? Alors, pourquoi je pose ce postulat un petit peu de manière un peu provocatrice? Parce qu'il y a certaines études qui tentent à montrer que, après tout, ben non, tous les étudiants et surtout tous les enseignants ne partageraient pas la même définition de ce qu'est ou pas le plagiat, et tous les étudiants et tous les enseignants ne partageraient pas la même opinion quant à la valeur du plagiat. Et donc, ça pourrait expliquer en partie les différences de traitement, mais aussi les différences de comportement. Donc là, j'ai pris juste un exemple d'une seule étude, mais il y en a plein d'autres qui se sont intéressés à ça.
En fait, cette étude-là, moi, je la trouvais intéressante parce que, si vous voulez, je pourrais vous les envoyer aussi pour les personnes qui sont intéressées. Alors, c'est une grande enquête qui a été menée auprès de plusieurs centaines d'étudiants dans différentes universités de 4 pays dans le monde, les USA, la Chine, la Lettonie et la Lituanie. Et en fait, cette enquête, je la trouvais intéressante parce que c'est une enquête qui permet de mieux comprendre, bien sûr, les définitions. Qu'est-ce que le plagiat pour les étudiants américains, chinois, lettons et lituaniens? Quelles sont leurs attitudes vis-à-vis du plagiat et puis quelles sont leurs pratiques? Voilà, donc c'est un petit peu ces 3 dimensions-là que je trouvais que c'était intéressant. Alors, j'ai juste extrait certains résultats qui me semblent saillants, mais encore une fois, l'étude est beaucoup plus complète que ce que vous en présentez aujourd'hui. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, d'abord, quand on regarde les définitions de ce qu'est le plagiat, ben, les auteurs trouvent d'abord de grandes différences importantes. Oui, sur ce petit tableau, la figure 1, vous retrouvez sur l'axe des abscisses les 4 pays, USA, Chine, Lituanie et Lettonie. Et la question était, est-ce que copier, est-ce que c'est du plagiat? Donc une réponse binaire, oui, non. Et vous voyez, d'entrée de jeu, ben, pour les étudiants chinois, presque 90% disent oui, 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 copier, c'est plagier. Pour les lettons, on est dans le même pattern de résultats. Pour les étudiants lituaniens, on est nettement moins sur le même pattern parce qu'on voit pour presque 60%, oui, c'est du plagiat, mais plus de 40% non. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les étudiants chinois, majoritairement, la réponse est non. Est-ce que copier, c'est plagier? Pour eux, c'est non. Si on regarde un petit peu aussi une autre question, est-ce que vous pensez que utiliser les idées, alors W/O, c'est l'abréviation de without. Donc, est-ce que vous pensez qu'utiliser les idées de quelqu'un d'autre sans indiquer de qui ou d'où viennent ces idées, est-ce que ça, c'est du plagiat? Eh bien, ce qui est marrant, marrant, intéressant, vous voyez, pour les étudiants américains, ben, c'est moitié-moitié. Voilà, la différence est vraiment relativement proche. Donc, utiliser les idées de quelqu'un sans dire d'où j'ai piqué les idées, ben oui, non, c'est pas vraiment du plagiat, pour la moitié. Pour les étudiants chinois, plus de 70%, c'est non, 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 c'est pas du plagiat. Et là, on a le pattern de résultat absolument inverse pour les étudiants lettons. Donc, pour les étudiants lettons, environ 70% des étudiants disent oui, oui, quand j'utilise les idées de quelqu'un sans le citer, c'est du plagiat. Et pour les étudiants lituaniens, on a un pattern de résultat très, très proche du pattern des résultats des étudiants américains des USA. Donc, vous voyez déjà, rien que sur des questions très simples, comme celle-ci où on répond en binaire oui/non, les auteurs montrent déjà des grandes différences quant à la définition de ce qu'est le plagiat ou pas. Alors maintenant, si on passe sur la deuxième dimension de l'étude, mais après tout, quelle est l'attitude ou quelles sont les attitudes des étudiants à la question, est-ce que le plagiat pour vous, c'est une tricherie? Alors, vous avez encore une fois en abscisse les 4 pays, USA, Chine, les pays lettons et lituaniens. Oui, non, ne sait pas et ne répond pas. Et là, vous voyez vraiment entre les étudiants américains et les étudiants lettons, un pattern de résultat très très proche. C'est-à-dire que pour une très grande, pour les 2 tiers des étudiants américains et les 2 tiers des étudiants lettons, le plagiat, c'est une tricherie. En revanche, quand on regarde les résultats pour les étudiants chinois, est-ce que le plagiat est une tricherie? Majoritairement, la réponse est non. Pour les étudiants lituaniens, on va dire, un petit profil de réponse intermédiaire. La majorité des étudiants lituaniens, oui, admettent que plagier, c'est tricher, mais la différence, elle est quand même moins marquée que pour les étudiants chinois et lettons. Et enfin, quand on regarde, alors après tout, les pratiques, quand les auteurs demandent aux étudiants, mais vous, est-ce que vous seriez capable d'utiliser le travail de quelqu'un sans le citer, sans citer vos sources? Alors, on voit que les étudiants américains répondent majoritairement non. Les étudiants, alors on pourrait penser, oui, mais les étudiants, c'est un questionnaire, donc les gens veulent toujours donner une bonne image d'eux-mêmes. Donc, si on me demande à moi, est-ce que je vais tricher ou est-ce que je vais plagier, je réponds non. Sauf que quand on regarde le pattern des résultats des étudiants chinois, ils répondent oui, très majoritairement. Plus de 50%, ils répondent oui, moi je serais capable d'utiliser le travail de quelqu'un d'autre sans citer mes sources. Les étudiants lettons, là aussi, ont un pattern de résultats très très proche des étudiants américains. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants lituaniens, eux, sont plutôt sur le maybe. C'est
Peut-être, voilà. Est-ce que je serai capable, est-ce que moi je vais bientôt, enfin, est-ce que je me sens, est-ce que je vais utiliser le travail de quelqu'un d'autre sans citer mes sources? Ben, ils répondent ni oui ni non, mais en gros, c'est le peut-être qui remporte la palme. Donc, vous voyez vraiment encore une fois des réponses très très différentes. Et puis, alors là, c'est un petit tableau, enfin, pardon, une figure qui est un peu plus brouillonne, mais que je trouvais intéressante quand même. Quelles sont les principales raisons qui pourraient vous faire plagier et donc utiliser des sources sans les citer? Et en fin de compte, alors là maintenant, la figure est un petit peu inversée dans le sens où, en abscisse, ce sont les principales raisons invoquées par les étudiants. Donc la première, c'est par manque de temps. Deuxième raison, c'est better. En gros, c'est plagier, c'est mieux parce que le contenu que je plagie, il est mieux que ce que je peux faire moi. Troisième raison, c'est plus facile, etc. Et là, vous voyez, dans la petite figure sont représentées les réponses d'étudiants américains, chinois, lettons et lituaniens. Bon, on voit que les principales raisons qui incitent les étudiants à plagier sont les mêmes, quelle que soit la culture. Hein, c'est par manque de temps, c'est mieux, c'est plus facile. Mais on voit quand même des différences dans les réponses entre les différents pays. Mais là, les différences sont beaucoup plus subtiles. Les statistiques, d'ailleurs, sont un peu plus difficiles à lire. Et oui, je trouvais intéressant de faire un peu cette comparaison entre différents pays. Alors, je fais exprès de dire différents pays, parce que ce sera une critique qu'on pourra émettre à la fin de ces travaux, c'est qu'après tout, les différences interculturelles sont souvent envisagées en termes de différences d'étudiants de pays différents, de nations différentes. Or, vous savez très bien que la culture ne se résume pas forcément à la nation. Alors, on pourra en discuter tout à l'heure. Alors, quelles sont les raisons aussi certains auteurs sont intéressés aux raisons qui pouvaient pousser les étudiants ou les apprenants à tricher. En fin de compte, il n'y a pas une raison unique. Donc là, ça reprend un petit peu la dernière figure que je viens de vous présenter. Et certains auteurs ont poussé les études un peu plus loin. Et en fait, ils montrent que, bien dans certaines cultures, plagier, c'est pas si mal que ça. Enfin, c'est même pas mal au sens de la moralité, au sens de l'éthique, parce qu'en fait, que plagier, c'est aussi une façon de rendre hommage à l'auteur original. Et donc, dans certaines cultures, eh bien, plagier, c'est pas forcément mal vu, et c'est tellement peu mal vu que c'est même parfois une pratique qui est encouragée. Donc voilà, dans certaines universités, on encourage les étudiants à plagier. Alors pour la petite anecdote, nous à l'université de Lorraine, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'universités, on reçoit beaucoup d'étudiants, notamment chinois, et on avait beaucoup de mal. Enfin, quand on les recevait en section disciplinaire pour cause de plagiat, notre principal souci, c'était justement de leur faire comprendre que chez nous, non, plagier, c'est pas bien, c'est une forme de triche, etc. Et très souvent, c'était pas un problème de langue ou un problème linguistique parce qu'on était assisté de traducteurs, mais c'était vraiment ils comprenaient pas pourquoi ils se retrouvaient être assignés en section disciplinaire pour avoir plagié. Pour d'autres cultures, les auteurs montrent que, en fin de compte, chez nous, en Occident, plagier, c'est pas bien parce que, alors c'est pas bien, mais c'est relativement facile de déterminer le plagiat parce que il suffit de trouver qui a eu l'idée le premier, et si vous reprenez l'idée première, alors vous êtes le plagieur. Dans certaines cultures, une idée ne peut pas appartenir à un individu. Donc en fait, il est très très difficile, voire impossible, de déterminer l'origine d'une idée ou l'origine d'une pensée. Donc, plagier, ça va être compliqué. Percevoir qu'il y a eu plagiat, c'est compliqué parce qu'après tout, bien malin serait celui ou celle qui arriverait à déterminer qui a eu l'idée, le premier ou la première. Là, c'est vraiment pas en termes de temporalité ou de chronologie, c'est vraiment en termes de une idée n'appartient pas à un individu. Donc, plagier, c'est compliqué à se représenter mentalement cette notion. Une troisième raison aussi, c'est que dans certaines cultures, plagier, c'est au contraire une preuve de modestie et de respect envers ce que j'ai mis entre guillemets l'autorité. Dans certaines cultures, il est difficile, j'ai marqué même voire impossible, voire présomptueux dans certaines cultures, d'améliorer une production première. Donc en gros, si une idée est bonne, même si je reprends mot à mot un texte, et j'essaye d'arranger ce texte-là à ma sauce pour pas dire que j'ai plagié,
pour eux, c'est encore plus mal vu. C'est même plus mal vu que le plagiat chez nous, parce que c'est vraiment, ça signe même une présomption, enfin, pas une présomption, vraiment un côté très prétentieux de l'auteur second, qui s'estime être assez compétent pour pouvoir améliorer une idée première. Une quatrième raison, alors du coup, qu'on retrouve, les auteurs retrouvent ça notamment en Pakistan, Chine et Corée du Sud. Alors c'est moi qui ai rajouté France entre parenthèses avec le point d'interrogation parce que, bon, très souvent, notamment à l'université, là je suis en train de préparer les examens, je pense comme beaucoup d'entre vous, les examens pour la fin de premier semestre. Ben, nos examens, très souvent, sont des examens qui mesurent des performances. Et on voit bien que les performances chez nous sont encore beaucoup plus importantes que les comportements. Donc en fait, très concrètement, on demandait aux étudiants de passer du temps à travailler un cours, à le comprendre, à aller rechercher de l'information, à le compléter. Nous, là je vois par exemple en première année, ils sont près de 800 étudiants. On peut pas leur donner des sujets sous forme de dissertation de 3 ou 4 heures quand on a 800 étudiants qui doivent passer une douzaine d'épreuves. Donc, du coup, on se rabat, entre guillemets, sur des épreuves avec un format beaucoup plus rapide. En plus, oui, les examens durent 1 heure, donc là, on n'a pas le choix. On a des contraintes horaires là-dessus. Donc, les étudiants, enfin, nos examens sont faits de telle sorte qu'on teste essentiellement, notamment, la mémorisation, la compréhension des cours, mais pas forcément l'intégration, la construction de nouvelles connaissances. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, pour certains étudiants, passer du temps que j'ai marqué à faire des devoirs, bah, ça va être un peu une perte de temps. J'ai eu le cas, pas plus tard qu'hier, en cours, avec les 3e années d'université, qui m'ont demandé quelle forme prendrait l'examen. Alors, bon, je leur ai dit, ben, je ne peux pas vous en dire trop, mais voilà, il faut lire le cours, le comprendre, le mémoriser, l'intégrer, enfin voilà, le discours que tous les enseignants tiennent. Et les étudiants m'ont posé la question, mais est-ce que ça vaut le coup de lire des choses à côté? En gros, est-ce qu'il y aura des questions qui concernent des choses qui ne sont pas dans le cours? Est-ce que ça vaut le coup de travailler à côté? C'était vraiment un petit peu la question. Donc on voit bien que peut-être que le format de nos examens incite au développement de certaines stratégies de plagiat. Une 5e raison, c'est que parfois, les styles d'apprentissage sont différemment valorisés et différemment efficaces selon les cultures. Alors là, par exemple, je reprends une autre étude qui est un peu plus récente, de Jian, en 2009, une très belle étude qui montre que dans certains pays, dans certaines cultures, type l'Inde, la Chine, la Mongolie, en fait, on valorise beaucoup l'apprentissage par cœur. Par exemple, en France, on a tendance à dire non, l'apprentissage par cœur, c'est pas ce qui est premier. Mais dans les faits, c'est quand même globalement ce qui ressort souvent dans les premières années d'université. Il y a même des disciplines en fait, où l'apprentissage par cœur, c'est même les fondements même de l'apprentissage. Je pense aux études de médecine ou en droit. Les premières années sont essentiellement basées sur l'apprentissage par cœur. Donc, en fait, dans ces cultures-là, on voit que la capacité qu'un élève à être capable de reproduire mot à mot un texte sans erreur, c'est même très bien vu dans certaines cultures, puisque c'est la preuve que les élèves ont lu et mémorisé le texte. Donc j'ai volontairement souligné le mot de lecture, enfin le lu et mémorisé, parce que c'est vraiment ça l'apprentissage visé. C'est pas du tout la compréhension et l'intégration à des connaissances antérieures. Donc du coup, dans certaines cultures, mémoriser, montrer que vous avez très bien mémorisé un texte ou peu importe la longueur, c'est une forme de respect pour l'auteur premier de ce texte. Et on voit que dans ces cultures-là, dans certaines universités, l'apprenant qui est capable de réciter mot à mot une information, cet étudiant-là, c'est celui qui a les meilleures notes. Donc, vous voyez, c'est un style d'apprentissage qui est différemment valorisé parce que différemment efficace. Et puis aussi, les auteurs, notamment Jian, fait la remarque que on ne faut pas faire l'économie aussi de la réflexion selon laquelle il y a quand même beaucoup d'apprenants qui ne peuvent pas avoir accès à des informations autres que les informations livresques dans les manuels scolaires. Et donc, pour tous ces apprenants-là, le statut de l'information, par exemple, qu'ils peuvent trouver par la suite sur Internet, est-ce que ce statut, c'est le même statut que les informations qu'ils trouvent dans les manuels ou dans les livres? C'est un vrai souci, une vraie interrogation. Effectivement, on voit que les apprenants, pas que des apprenants, j'ai eu le cas aussi il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé mes cours qui étaient en vente sur des sites web payants.
enfin les diaporamas de mes cours. Donc j'ai gentiment envoyé un mail à la personne en disant mais pourquoi vous n'avez pas le droit, etc. Et sa réponse était mais vous êtes fonctionnaire, donc vous êtes déjà payé, vos cours sont publics, donc c'est gratuit. Donc moi je les mets en vente et vous n'avez rien à me dire. Voilà. Donc vraiment ça dénote une méconnaissance du système économique et une confusion entre l'économie, le droit, enfin voilà, il y a une confusion. Donc ces auteurs-là disent peut-être que chez nos étudiants, chez les étudiants, il y a aussi une confusion. Sur Internet, c'est libre, donc gratuit. Voilà, ils font le raisonnement un petit peu rapide comme ça. Une sixième raison, c'est que la place qu'occupent les capacités rédactionnelles et la pensée critique dans les enseignements est très différente selon les cultures. Dans certaines cultures, le développement de la pensée critique très très tôt chez les apprenants est vraiment au cœur des apprentissages, et puis le développement des compétences rédactionnelles. Peut-être que là, pour le coup, notamment en France, on le dit, on le souhaite, on souhaite le valoriser, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues enseignants-chercheurs dans différentes universités, mais aussi bien en France ou je pense au Canada. Les capacités rédactionnelles de nos étudiants, des fois, on les cherche. Elles sont peu établies. Donc là, une étude beaucoup plus récente qui avait été menée par l'Université de Buffalo Center, qui montre que dans certaines cultures, là encore, la reproduction et non la création, donc être capable de reproduire texto, un texte, une image, une figure, c'est ce qui a été le plus valorisé, notamment en Chine et au Japon. Et dans ces cultures-là, eh bien, être capable de produire un raisonnement original, ben finalement, ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé dans les premiers cycles d'apprentissage. Donc, il faut être un bon reproducteur et pas forcément un bon créateur. Là aussi, septième facteur, c'est quelque chose qu'on a retrouvé très souvent, par exemple, quand je siégeais en section disciplinaire, les étudiants nous parlaient souvent de la pression familiale et de la pression économique. Alors, pression économique, par exemple, les bourses. Certains étudiants qui viennent de cultures ou de zones géographiques, de zones dans lesquelles les revenus sont très très faibles, donc pour lesquels venir étudier par exemple en France, c'est une opportunité incroyable, et donc ils ne veulent pas décevoir leur famille. En plus, souvent, ça va être le seul enfant de la famille qui a entre guillemets la chance de bénéficier d'un support financier pour venir étudier en France. Donc en gros, ça leur met une pression énorme. Et ces étudiants-là, parfois, venaient effectivement à nous dire j'avais pas le choix. Il fallait que je réussisse. Il me fallait absolument des bonnes notes. Et donc, eh ben, je plagie. C'était un petit peu la réponse. Obtenir des bons résultats, absolument. C'était vraiment l'objectif premier. Et puis enfin, ce qu'on retrouve aussi dans certaines cultures, c'est, selon les cultures, c'est la réponse, les sanctions, pour le dire plus simplement, les sanctions des établissements scolaires, universités, de l'institution, la société en général vis-à-vis du plagiat. Eh bien, les réponses sont très différentes. C'est-à-dire que chez nous, dans nos cultures, plagier, ça peut coûter très très cher à l'apprenant. Dans d'autres cultures, plagier, si vous faites choper, si vous faites prendre en train de plagier ou même de tricher, ben c'est bon, c'est pas bien ou c'est moyennement bien, mais voilà, un avertissement, vous faites les gros yeux, mais c'est tout. Donc le fait par exemple que les étudiants parfois étaient convoqués en section disciplinaire, ils comprenaient pas. On a même eu le cas, je pense que plusieurs parmi nous pourraient expliquer des anecdotes, mais des fois les anecdotes sont assez intéressantes, assez croustillantes. On avait eu le cas d'un étudiant, son père était intervenu auprès de nous en disant mais je ne comprends pas pourquoi vous convoquez mon fils. Enfin, pour ce qu'il a fait, c'est pas grave. Nous, on a toujours fait ça. Et la preuve, dans mon entreprise, on fait ça aussi et on valorise le plagiat, on valorise. Bon, c'était compliqué d'expliquer que non, chez nous, dans notre culture, c'est pas comme ça et c'est puni, c'est une fraude, etc. C'est considéré comme une fraude, exactement comme tricher pendant un examen. Alors, justement, les origines historico-culturelles, j'ai trouvé un article intéressant de Vance. Là aussi, j'ai essayé de pas trop ancien, 2009. C'est une auteure qui montre que, après tout, les attitudes que nous autres occidentaux avons vis-à-vis du plagiat viennent en grande partie de ce qu'elle appelle l'intellectualisme occidental.
Et donc, je trouvais ça intéressant d'inverser un petit peu le raisonnement. Mais après tout, nous regardons, nous évaluons et nous appréhendons le plagiat avec nos yeux d'occidentaux. Et si on renversait un petit peu la vapeur, si on regardait un petit peu pourquoi nous avons ce regard-là. Et donc, alors là aussi, c'est à l'Occident au sens large du terme, parce que l'histoire européenne et l'histoire américaine sont très étroitement liées, notamment dans la diffusion des connaissances et des idées. Donc voilà, les révolutions se sont succédées, se sont vraiment étroitement liées, donc c'est vraiment très proche. Alors, pour Vance, elle distingue d'abord la période romantique et les Lumières. Alors voilà, le siècle des Lumières, etc. Alors, je ne vais pas vous refaire tout un cours sur le matérialisme, etc. Mais en gros, qu'est-ce que ça a changé cette période-là? C'est de montrer que toutes les connaissances humaines viennent de l'esprit humain. S'il te plaît. Madame Deshaies, Monsieur Deshaies, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Alors, Madame Deshaies, la personne qui vient de se joindre à nous, merci beaucoup. Tout le monde, pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît? C'est très dérangeant d'entendre les bruits des gens qui éternuent, qui dactylographient. Alors, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés jusqu'à ce que ce soit le moment d'interagir. Alors, merci Jérôme, je suis désolée de t'interrompre. Non, il n'y a pas de mal, merci. Non, oui, donc, la période romantique a des Lumières avec le matérialisme et puis en fait l'idée selon laquelle l'esprit humain est vraiment la seule source de toute connaissance. Et donc pour Vance, en fait, cette période-là marque le développement de trois choses qui pour nous autres occidentaux sont vraiment très importantes. C'est le développement de l'individualisme, la créativité personnelle et l'autonomie. Donc c'est vraiment, j'ai repris c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, c'est ce qu'elle dit, c'est devenu les pierres angulaires dans la fondation de l'intellectualisme occidental. Donc, ce qui, elle, explique notre attitude très véhémente à l'égard du plagiat, parce que voilà, les idées, c'est un individu qui a l'idée, qui en a, comme on dit, la paternité. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour elle. Et puis, l'autre chose aussi qui nous caractérise peut-être, je pense, c'est l'idéologie capitaliste. Dans l'Occident au sens large du terme. Alors pourquoi elle parle de l'idéologie capitaliste? Elle dit en fait, parce qu'à partir de cette idée-là, c'est que tout est une forme de capital, y compris les idées. Et ça veut dire quoi? Tout a une forme de capital, c'est qu'en fait tout se négocie, tout peut générer de l'argent. Vous voyez bien que les gens, dès qu'on parle d'idées, c'est brevets, de protection. Et d'ailleurs, les protections, quand on parle de propriété intellectuelle, derrière, on parle d'argent, d'exploitation financière. Donc, si moi j'ai une idée, si je développe un nouveau produit, un nouveau protocole, je dépose un brevet, si quelqu'un me plagie, je l'attaque. Et la réponse c'est une réponse réglementaire, mais surtout une réponse financière. Donc, elle dit, vous voyez, l'idéologie capitaliste, c'est aussi l'un des facteurs qui explique notre attitude à nous autres occidentaux, très véhémente, très négative vis-à-vis du plagiat. Alors que dans d'autres cultures qui n'obéissent pas forcément à l'idéologie capitaliste, vu que l'idée n'appartient pas forcément à une personne, vu que si quelqu'un me plagie, ce n'est pas une appréhension capitaliste de l'idée, alors l'idée même de plagiat tombe. Donc pour certains auteurs, notamment Lund, bien ils disent c'est l'une des raisons, voilà pourquoi il faut absolument sensibiliser et former bien sûr les apprenants, mais aussi les formateurs, les enseignants-chercheurs sur les différences interculturelles du plagiat, parce que en gros, si on veut pas être forcément dans la sanction des plagieurs, mais comprendre pourquoi et peut-être les aider à mieux prendre conscience de notre point de vue à nous, mais il faut absolument aussi sensibiliser, former les formateurs, les enseignants sur les différences interculturelles du plagiat. Donc, ok, on pourrait dire, alors, ça y est, la boucle est bouclée, le plagiat serait lié à la culture. On pourrait arrêter là. En fait, manque de peau. Il y a d'autres auteurs, d'autres études qui montrent que non, en fait, le plagiat ne serait pas lié à la culture. Alors là, j'ai repris une étude, là aussi, la même année, 2009, qui pose la question du lien entre plagiat et culture. En gros, est-ce que c'est si étroitement lié avec sous forme de question? Alors bien sûr, si l'auteur le pose sous forme de question, c'est vous tenez bien que sa réponse est non. En fait, le plagiat serait pas lié à la culture. Alors il y a d'autres auteurs qui, même avant, quelques années avant,
c'était aussi à poser cette question-là, notamment les enseignants en langue. C'est une revue Journal of Second Language Writing, qui est une revue plutôt sur l'anglais notamment, enfin les langues secondes. Ils sont très très confrontés à ça. Et en fait, le point commun, alors j'aurais pu vous citer d'autres études, il y en a quand même beaucoup. Le point commun de toutes ces études, c'est qu'elles sont basées sur des entretiens semi-dirigés et des enquêtes. Alors je le précise parce que ça sera l'une des limitations que je reprendrai sur ces études-là. En fait, ces auteurs-là, donc, ont conduit des enquêtes, des entretiens semi-dirigés avec des étudiants, différents niveaux, avec des enseignants. Et quand on fait le bilan mais après tout, quelles sont les raisons, selon les apprenants eux-mêmes, qui les poussent à plagier, à copier, à s'approprier le travail des autres. Alors bien sûr, ils vous disent, les apprenants répondent dans ces études-là, le manque de compétences linguistiques. Alors c'est normal, parce qu'encore une fois, ces études-là sont très souvent des études qui s'intéressent à l'enseignement, apprentissage des langues secondes, voire langue troisième. Donc du coup, les étudiants disent, je pique les textes ailleurs parce que je suis pas assez bon dans l'autre langue. Ok, donc on va dire qu'on comprend. Une autre raison, c'est qu'ils disent, comme souvent nos étudiants, en fait, je savais pas que je faisais du plagiat. Donc c'est vraiment une mauvaise représentation du plagiat. Donc reprendre des bribes entières de texte sans citer les sources, sans citer les auteurs. Ah bon, je ne savais pas. Faut mettre les guillemets, faut mettre les sources. Donc voilà, il explique ça par une mauvaise, selon eux, mauvaise appréhension du plagiat. D'autres étudiants, peut-être, j'allais dire les plus honnêtes, je ne sais pas, mais disent j'ai toujours fait comme ça. Donc, en gros, c'est une habitude. Ah bon, on a le cas, notamment même à l'université, on a quand même beaucoup d'étudiants qu'on reçoit en section disciplinaire. Et quand on leur dit, mais vous vous rendez compte, c'est pas bien, vous avez repris un mémoire d'un étudiant d'une année antérieure. Et on a quand même des étudiants, un certain nombre, qui nous disent, j'ai toujours fait comme ça, au lycée, au collège, et ça a toujours passé. Voilà, donc en gros, j'ai pris l'habitude, je pensais que ça passerait toujours. Une autre raison aussi, c'est des étudiants venant de certaines cultures dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, disent justifient leur pratique de plagieur en disant après tout, qu'est-ce que j'encours? Ah, je me suis fait attraper, j'ai un avertissement, un blâme, on me fait les gros yeux, c'est tout, je peux continuer. Donc en gros, l'absence de sanctions sévères pour eux, c'est je ne vais pas dire que c'est un facteur qui déclenche le plagiat, mais en tout cas, ça ne les empêche. Comment dire, les sanctions sont tellement faibles que pour eux, ils préfèrent courir le risque. Voilà, le risque en vaut la chandelle. Mais en revanche, les étudiants eux-mêmes disent non, pour nous, il n'y a pas de différence culturelle, quelle que soit la culture. Qu'on soit américain, chinois, français, canadien, coréen, japonais, on plagie pareil et il n'y a pas de différence culturelle entre nous. Donc là, c'est intéressant de voir ces études-là qui ne retrouvent pas une différence interculturelle selon les déclarations des apprenants eux-mêmes, sur le plagiat. Alors, du coup, d'autres auteurs là se sont dit, mais bon, alors c'est peut-être pas lié à la culture. Certains disent c'est lié à la culture, c'est compliqué. Mais alors, comment savoir si c'est lié à la culture? Alors, l'une des réponses, c'est mais allons voir chez les plus jeunes. Alors, chez les plus jeunes, l'idée étant, est-ce que nous sommes capables de voir à partir de quand un enfant, un adolescent, a conscience du plagiat? Donc, certains auteurs là, j'ai trouvé une étude intéressante qui date de 2014, donc relativement récente. Alors eux, ils se sont intéressés à des enfants, vous voyez, de 4 à 6 ans. Donc là, des fois, on parle d'intégrité scientifique chez les étudiants. Et ces auteurs-là disaient, et si on allait voir chez les tout petits? Et ils se sont intéressés à des enfants de 4 à 6 ans, des enfants du Mexique, de Chine et aux États-Unis. Et en fait, alors le matériel et le protocole, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas demander à des enfants d'école maternelle ou de premier degré de produire des textes, c'est très compliqué. Donc j'ai trouvé que leur étude était originale et intéressante. Ils ont fait visionner des vidéos à ces enfants-là avec des marionnettes. Alors, c'est une passation individuelle. Les enfants voient les vidéos seuls. Et puis, ces marionnettes, qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent dessiner pour un travail de classe. Puis, il y a l'une des marionnettes, la marionnette B, en fait, qui décide de copier le dessin de la première marionnette. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est de mettre l'enfant, en position de spectateur d'une situation de plagiat. Et de voir, on va lui demander comment est-ce qu'il perçoit le plagiat, est-ce que c'est bien ou mal.
Donc, il y a 9 vidéos, toutes sont contrebalancées, elles sont traduites en mandarin, en espagnol, en anglais, etc. Enfin, je pourrais vous envoyer aussi l'article qui est vraiment très, très bien mené. Et puis, la consigne, chaque enfant, chacun des 126 enfants, doit évaluer avec une échelle de Likert de 1 à 4. En fait, si la marionnette B, si ce qu'elle a fait, si elle est gentille, si elle est méchante, si elle a raison de faire ce qu'elle a fait. Et donc, il déplace un petit curseur de 1 à 4. Donc, je vais vous montrer les résultats. Donc, plus le score est important et plus l'enfant estime que la marionnette qu'a copiée, eh ben, c'est pas bien, elle a eu tort, elle est méchante. D'accord ? Et plus le score est faible, pardon, c'est l'inverse. Plus le score est fort, plus la marionnette est considérée comme étant gentille. Plus le score est faible, plus elle est considérée comme étant méchante et elle a triché, c'était pas bien. Alors, donc les deux marionnettes, l'une des marionnettes qui copie le travail de l'autre. Alors, juste aussi une petite précision, c'est que dans le protocole expérimental, dans certains cas, la deuxième marionnette fait un dessin strictement identique à la première. Donc, c'est dessin identique. Dans certains cas, la marionnette, elle fait un dessin qui est très proche, mais il y a des détails qui sont quand même différents. Par exemple, ce n'est pas la même couleur qu'elle utilise. Et puis, dans une troisième condition, la deuxième marionnette fait un dessin totalement différent de la première marionnette. Donc, elle copie, mais le dessin qu'elle fait ne ressemble pas du tout. Donc, voilà, c'est un dessin unique. Alors, les résultats, donc vous retrouvez les enfants des États-Unis, les enfants de Chine, les enfants du Mexique, dans le premier axe des abscisses. Deuxième axe des abscisses, vous avez les âges, 4 ans, 6 ans. Alors 4 ans pour les enfants américains, 6 ans pour les enfants américains, 4 ans pour les petits chinois, 6 ans pour les petits chinois, et 4 ans pour les petits mexicains, 6 ans pour les petits mexicains. En ordonnée, c'est le score de 1 à 4. Donc de 1, donc je me suis trompé tout à l'heure, donc 1 c'est vraiment elle est très très méchante, la deuxième poupée qui a copié, jusqu'à 4 elle est très gentille, et puis vous voyez à chaque fois les 3 barres de couleurs différentes, c'est la barre sombre, c'est quand le dessin est identique, donc on va dire c'est du plagiat, c'est une copie à l'identique. La barre grise foncée, c'est que la marionnette copie mais avec des différences, et la barre la plus claire, c'est quand la deuxième marionnette fait un dessin original. Donc, apparemment, il n'y a pas de plagiat. Et ce qu'on remarque vraiment, il y a vraiment des patterns de résultats très, très différents entre les enfants américains, chinois, mexicains, d'une part, et en plus, il y a des différences très importantes de patterns de résultats entre les enfants de 4 ans et 6 ans. Alors, ce petit graphique, bon, là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de données traitées. Et, j'ai essayé d'extraire les principaux résultats issus de cette étude-là. Donc, si je reprends mon petit graphique, les principaux résultats sont les suivants. Eh bien, c'est marrant, les patterns de résultats à 6 ans sont quasiment identiques, quelle que soit la culture des enfants. Donc, les petits-enfants américains, les petits-enfants chinois, les petits-enfants mexicains, il n'y a pas de différence significative pour les résultats à 6 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelle que soit leur culture, américain, chinois, mexicain, eh bien, c'est le dessin unique, c'est quand la marionnette fait un dessin original, unique, qu'elle est le mieux évaluée. Et c'est la barre la plus claire, avec l'écart type, c'est le petit qui est indiqué, donc la moyenne et puis l'écart type. Eh bien, à 6 ans, c'est ce dessin-là, original, qui est le mieux évalué le plus positivement. C'est-à-dire que c'est la marionnette qui a fait un dessin original, unique, c'est la plus gentille, c'est elle qui a le mieux fait, qui a le mieux travaillé. En revanche, il y a de très importantes variations des résultats pour les enfants de 4 ans. Pour les enfants de 4 ans, on voit vraiment, si vous voyez par exemple les petits-enfants américains, que le dessin soit identique ou similaire, le score est très proche. Donc, la poupée est moyennement gentille. En revanche, pour les petits-enfants chinois, c'est intéressant. Pour les petits-enfants chinois de 4 ans, quand la poupée a copié à l'identique, je ne sais pas si vous voyez ma souris, quand la poupée a copié à l'identique, eh bien, elle est plus gentille, elle a mieux fait que quand elle a copié, mais avec des différences. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis pour les enfants mexicains de 4 ans, copier à l'identique, c'est la poupée est
assez méchante, ça c'est pas bien. Similaire, c'est un peu mieux, et un dessin unique, c'est encore mieux. Donc vous voyez, c'est vraiment très intéressant de voir ces différences à l'âge de 4 ans. Et on voit pour les enfants chinois à 6 ans, le dessin identique et le dessin similaire sont évalués de même façon. Donc c'est ce qui fait dire, et comme je le disais tout à l'heure, en faisant remarquer qu'à 4 ans, le dessin similaire, la poupée qui a fait un dessin similaire, c'est-à-dire qui a copié mais avec des différences, elle est évaluée comme étant plus méchante. Donc c'est ce qui fait dire à ces auteurs-là, mais après tout, c'est peut-être une conjonction de faits qui démontre que pour les enfants chinois, dès le plus jeune âge, ils commencent à intégrer que copier à l'identique, c'est plutôt bien, parce que quand on copie à 4 ans, enfin quand on a 4 ans, mais qu'on voit une poupée qui copie, mais pas tout à fait l'identique, eh ben, c'est moins bien. Donc, tous ces résultats-là pris ensemble, à 4 ans, 6 ans, enfants américains, chinois et mexicains, fait dire aux auteurs, ben, peut-être que la capacité, entre guillemets, l'aptitude à détecter le plagiat, c'est une aptitude qui semble apparaître vers 5-6 ans. À 4 ans, elle est relativement absente. Donc, et eux, dans leur étude, ils ont évalué cette capacité, cette aptitude à détecter le plagiat avec la capacité à valoriser une production vraiment originale par rapport à une production qui serait une copie ou une copie avec quelques différences. Donc, je trouvais que cette étude-là était vraiment assez amusante. Alors, bien sûr, toutes ces études sont intéressantes. Moi, je les trouve intéressantes, sont originales de par la méthodologie aussi, mais il y a quand même beaucoup de limitations et beaucoup de biais qui empêchent toute généralisation de ces résultats-là. D'abord, il y a les limitations d'ordre méthodologique. Je les ai un petit peu évoquées tout à l'heure. Bon, d'abord, les échantillons sont faibles. C'est comment peut-on conclure à des différences interculturelles sur des mécanismes ou des phénomènes à grande échelle quand on travaille sur quelques centaines d'apprenants. Bon, alors je dis ça, je ne critique pas du tout les études parce qu'en fin de compte, vous savez très bien que faire des études comme ça, c'est très très compliqué, ça coûte très cher, c'est très long en temps. Donc, mais il n'empêche que les faibles échantillons, c'est quand même un biais méthodologique. Deuxième biais méthodologique, très souvent les données sont obtenues par questionnaire ou entretien. Or, vous savez très bien que lorsqu'on répond à des questionnaires, des entretiens, il y a de nombreux biais qui interviennent, notamment des biais, ce qu'on appelle de désirabilité sociale. C'est que quand je réponds à une question, bien sûr, je réponds en fonction de mes opinions et mes attitudes, mais pas que. Je réponds aussi en me posant la question, quelle image est-ce que je souhaite que la personne qui me pose la question ait de moi? Donc, du coup, l'image de soi, les attentes sociales sont importantes. Et puis, les études sont généralement des études transversales. Vous voyez, vous avez des enfants de 4 ans, des enfants de 6 ans, des étudiants de première année, des étudiants de 5e année. Bon, c'est très intéressant. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est qu'en est-il de la dynamique temporelle? C'est à partir de quand, comment évolue la perception du plagiat, comment évolue la représentation mentale du plagiat. Et ça, on a très très peu d'études, parce que faire des études comme ça, des études longitudinales, ça voudrait dire suivre des cohortes d'étudiants ou d'apprenants sur un laps de temps relativement long. Et là, vous voyez bien qu'on retombe sur des problèmes de coûts temporels et aussi de coûts financiers des études longitudinales. À côté des limitations méthodologiques, il y a aussi des limitations d'ordre plutôt théorique. Alors ça, c'est la principale limitation théorique que j'ai trouvée dans ces études-là. D'autres auteurs me rejoignent en disant, bon, les différences interculturelles ne se réduisent pas forcément à des différences entre des nations. On peut très bien être de même nationalité et avoir des cultures différentes. A contrario, on peut très bien imaginer, et il y a beaucoup d'études qui travaillent là-dessus, notamment en psychologie interculturelle, des études qui montrent qu'on peut avoir des cultures identiques, mais en ayant des nationalités différentes. Et en plus, ça se complique lorsqu'avec on intègre la notion d'identité. Parce qu'après tout, les auteurs, dans ces études-là, définissent la culture souvent sur la base de la nationalité des participants à leurs études. Mais vous savez très bien que ce qui est encore plus intéressant que la culture et la nationalité, c'est comment moi, je m'identifie. C'est-à-dire que c'est mon identité culturelle qui est vraiment le facteur déterminant. Et puis, là aussi, ça repose une autre question. Alors, certains auteurs essayent d'y répondre, mais c'est très, très compliqué. Mais quand bien même si nous arrivions à montrer des différences interculturelles, ça ne renseigne pas vraiment sur l'origine
des différences interculturelles? Est-ce que ce sont des différences innées? Est-ce que ce sont des différences plutôt acquises par contamination des différents environnements dans lesquels nous vivons? Voilà des questions qui restent encore d'actualité et sur lesquelles, bien sûr, c'est très, très compliqué de faire des études dessus. Alors, il existe aussi des limitations ou des biais. Alors, je n'ai pas marqué ça sous forme de limitations, mais plutôt qui ont trait à des évolutions récentes dans nos sociétés. Par exemple, dans le domaine scientifique, pas uniquement à l'université, mais d'autre part pour nos étudiants universitaires, tout le monde connaît ce qu'on appelle les revues prédatrices. Eh bien, le développement de ces revues prédatrices fait qu'on assiste, donc certains auteurs, là j'ai trouvé une étude très récente de cette année, de Abad Garcia, 2018, qui montre qu'il y a une corrélation positive très forte entre le développement du nombre des revues prédatrices et le développement du plagiat, et ce que certains appellent de manière plus élégante, le recyclage. C'est-à-dire que voilà, j'écris un article dans une très bonne revue, j'en suis très content, et puis je veux faire gonfler ma reconnaissance dans mon institution. Et là, j'ai des revues prédatrices dont je reçois des mails très souvent qui me sollicitent en disant cher professeur, nous avons trouvé votre étude ou votre article très intéressante publié dans telle revue. Nous vous proposons de publier grosso modo la même chose dans notre revue. Voilà. Et on voit bien que certains collègues et certains étudiants tombent très facilement dans ce qu'on appelle le recyclage, mais après tout, c'est du plagiat transformé. Il y a aussi de plus en plus d'auteurs qui disent une évolution importante, c'est peut-être que très souvent on a une réponse réglementaire, une sanction à l'égard des personnes qui plagient, mais en fait ces sanctions-là s'accompagnent rarement d'une explication ou s'accordent mal avec un jugement moral et éthique. C'est quand on a des étudiants qui nous demandent, qui nous disent mais pourquoi c'est pas bien de plagier, je vais y arriver. On répond souvent sous un angle moral, c'est pas bien, ou alors sous un angle financier que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais effectivement, la distanciation du jugement moral et éthique, c'est quelque chose qu'on prend rarement en compte dans nos pratiques. Et c'est vraiment quelle valeur est-ce que nous accordons à l'éthique. Alors là, j'ai trouvé une étude intéressante, qui est aussi relativement récente, de 2016, qui montre qu'effectivement, la valeur que nous accordons au plagiat, les sanctions que nous émettons à l'encontre de plagieurs, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment la phase de l'activité, les attentes, les risques encourus, mais aussi les principes éthiques environnants. Pour le dire plus simplement, savoir si je vais plagier ou pas, c'est très très lié à la façon dont je me représente, la façon dont mon environnement dans lequel j'évolue se représente lui-même le plagiat. Donc, ils ont fait une étude très intéressante, alors je vous passe les détails de la cuisine méthodologique, mais qui montre qu'en fin de compte, le plagiat, quand on interroge, donc ils ont fait passer des questionnaires à des énormes cohortes d'étudiants dans différents pays, sur le lien entre le plagiat et le raisonnement éthique, ou du moins l'éthique perçue par l'environnement, eh bien, on voit que les étudiants ont des réponses différentes en fonction du moment auquel la triche et le plagiat a lieu. Par exemple, ils distinguent la triche planifiée pendant un examen. Donc, en gros, les étudiants disent non, mais ça c'est de la vraie triche. C'est que j'allais dire que j'ai un examen demain ou après-demain sur telle matière, je me fais des antisèches, je prévois de copier sur mon copain, etc. Ça, c'est une forme de triche. Le plagiat, ils le mettent à part, c'est un deuxième facteur. Pour eux, le plagiat n'est pas une triche. Un troisième facteur, ils disent, une forme de triche particulière, c'est quand j'utilise des outils ou des matériels qui sont interdits pendant l'examen. C'est pas du plagiat non plus. Et puis aussi, ils disent, il y a autre chose, c'est ce qu'on appelle la triche, c'est ce qu'ils appellent, eux, la triche non préméditée. C'est-à-dire, je me retrouve en examen, malheureusement, je lis une question, je ne sais pas y répondre, je jette un coup d'œil à droite, je jette un coup d'œil à gauche, voire je m'échange des brouillons pendant l'examen. C'est de la triche, mais c'est pas prémédité. Et c'est pas forcément mal parce que voilà, je l'avais pas prémédité. Et en fait, Winrow montre en 2016, avec différents questionnaires, donc c'est un petit peu, c'est un graphique peut-être un petit peu compliqué à lire, mais vous voyez que ces quatre facteurs, la triche
planifiée pendant un examen, la triche spontanée pendant un examen, l'utilisation inappropriée de matériel ou de données interdites et le plagiat. Et bien en fait, tous ces 4 facteurs-là sont des conséquences directes de la perception que l'étudiant a de l'éthique dans l'université. Donc en gros, c'est comment mon université, comment l'organisation, parce que ça, en fait, ça ne concerne pas que les universités, ça concerne aussi les organisations type les industries ou les entreprises, comment mon organisation perçoit-elle le plagiat et de manière globale l'éthique, les valeurs éthiques. Quelle est la place de l'éthique dans l'université? Quelle est la place de l'éthique dans les organismes de formation et dans les entreprises? Eh bien, cette place-là, la vision, la valeur que mon organisation accorde à l'éthique, ça va être un facteur déterminant dans ma propre perception de ce que j'ai le droit ou pas de faire. Donc, je trouvais que c'est vraiment cette étude était intéressante pour justement montrer que, après tout, l'environnement d'apprentissage, c'est un facteur primordial dans le sens où l'environnement, la façon dont l'environnement perçoit l'éthique, les valeurs éthiques, comme je cherche l'âge du terme, déterminent les croyances et les attitudes vis-à-vis du plagiat de nos propres étudiants. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis maintenant ce que je vous propose c'est que je vais fermer je vais plus partager mon diaporama et puis on va rebasculer, donc vous pouvez rouvrir les micros et puis on peut tous et toutes échanger sur cette thématique-là. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Alors, peut-être qu'on peut ouvrir les micros et ceux qui ont des questions peuvent poser des questions donc à Jérôme. Alors, je vois des questions. Je suis désolé, je ne voyais pas les questions arriver au fur et à mesure parce que comme j'avais mis en plein écran le diaporama, je ne voyais plus les questions. Mais la question que j'ai posée, puis je me la posais en t'écoutant, c'est tu nous as donné 2 positions, ça peut être culturel, ça peut être ne pas culturel. Mais la question que moi je me posais, c'est si c'est pas culturel, est-ce qu'il y a certains traits de caractère d'étudiants qui feraient en sorte à ce moment-là qu'ils seraient davantage tentés par le plagiat? Et là, je parle pas de ceux là, qui plagient par incompréhension de ce que c'est, etc. Là, mais je parle vraiment ceux qui plagient parce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez que c'est culturel? Je vous lance la question. Est-ce que vous pensez que c'est culturel ou est-ce que vous pensez que c'est simplement des traits de caractère, ceux qui sont peut-être plus paresseux, ceux qui sont peut-être, j'étais pour dire moins travaillants, mais c'est la même chose que paresseux, mais d'autres traits de caractère, je ne sais pas, qui pourraient, et ceux qui veulent pas, qui ont peur de l'échec, etc. Est-ce qu'il y a des raisons autres que la culture pour lesquelles les étudiants plagieraient alors? Je vous lance la question. Jérôme? Alors, oui. Alors, intuitivement, j'aurais bien tendance à dire oui. Je pense que certains traits de personnalité sont l'un des facteurs causaux de comportement de plagiat. Alors, peut-être que plus que les traits de personnalité, c'est peut-être lorsque il y a une adéquation entre certains traits de personnalité et une fenêtre temporelle ou une opportunité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je pense de plus en plus que c'est l'interaction entre des facteurs individuels et des facteurs environnementaux qui peuvent expliquer certains comportements de plagiat. Pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait très bien imaginer que deux apprenants qui ont le même trait de personnalité qui peut conduire au plagiat, l'un plagie, l'autre ne plagie pas. Je pense que l'une des différences, ça peut venir de l'interaction avec des facteurs environnementaux. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres personnes. Il y a M. Kouassak qui a donné un commentaire, si Oui, tu je veux. le vois, oui.
Donc, le fait que le manque de sanctions, donc, serait ça encouragerait finalement le plagiat. Est-ce Oui. que, la question que moi je pose, est-ce que des sanctions plus sévères et plus nombreuses, euh, quand il y a une diminution ensuite, est-ce que c'est peut-être pas parce que les étudiants le cachent davantage puisque maintenant il y a plus de sanctions? Oui. Alors, je suis d'accord avec Monsieur Kawas en disant, il a raison, hein, en mettant des sanctions plus fortes, on réduit le plagiat, mais du coup, il n'y a pas une motivation interne. C'est-à-dire, si j'arrête de plagier, c'est parce que je vais me faire punir plus sévèrement. Mais donc, je n'ai pas intégré, je n'ai pas compris. C'est un petit peu comme lorsqu'on veut valoriser le travail des étudiants, on met des bonnes notes et on voit que les étudiants travaillent souvent pour les notes. Et quand on leur dit, moi j'ai eu le cas de cours où je commence le cours, et quand les étudiants se rendent compte que mon cours par exemple, ne donnera pas lieu à d'évaluation, je perds la moitié de mes étudiants. Mais là, on pose la question quel type de facteurs environnementaux, par exemple. Ben, c'est certain que l'évaluation, la cerise qui est présente ou non, fait en sorte que la motivation descend et ça peut mener à du plagiat, effectivement. Hum, hum. Alors, il y a une remarque sur la justice réparatrice. J'avoue que je connais pas bien. Donc, si Madame, Monsieur Joanne Morin pouvait nous expliquer ce qu'était la justice restaurative. Vous pouvez rouvrir les micros si vous voulez. Madame Morin, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend Parfait, très bien. oui, oui. Oui. Je ne sais pas moi non plus ce que c'est, mais je commence à voir des articles intéressants sur le sujet. Puis nous, on pense que ça serait peut-être la voie à suivre avec les étudiants. C'est un concept très intéressant qui demande l'apport de la communauté universitaire. C'est pas fait d'une façon punitive. C'est fait d'une façon très inclusive, je dirais. Euh, et c'est par respect pour l'entière communauté que ce processus-là est instauré dans certaines universités. Là. Donc, je sais que Mme Peters, vous vous intéressez à ce phénomène-là aussi, à ce concept-là, je pourrais dire. Mais est-ce que ce serait quelque chose que vous nous encourageriez à poursuivre? Je lance la question à Mme Peters parce que je sais que vous avez mis quelque chose sur le web dernièrement à ce sujet-là. Oui. Moi, je pense que l'idée de faire en sorte que les étudiants répondre de leurs conséquences plutôt que d'être juste punis puis mis de côté, c'est certain que ça devient intéressant, surtout quand on leur fait prendre des cours, tout ça. Mais moi, ce que je prends bien davantage que de la justice, c'est de la prévention. On le dit depuis tantôt, là, je le vois, on parle d'apprentissage, etc. Il faut former davantage nos étudiants parce que une des raisons pour laquelle ils plagient, c'est oui, il y a un manque de temps, là, ça revient énormément dans les raisons, mais c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables de produire un texte qui ferait en sorte qu'il y aurait la note qu'ils veulent. Alors, c'est bien pour la grande majorité d'entre eux, c'est pour ça qu'ils plagient. Alors, si on leur donne les compétences pour être capable d'aller chercher la note, c'est fort possible. Ça éliminera pas tout le plagiat, mais ça va être beaucoup plus efficace, moi, je pense, à long terme. Puis en plus, on forme nos étudiants que de les punir et qu'on demande une justice réparatrice. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Je pense qu'on doit faire les deux. On doit prévenir et on doit, surtout avec les étudiants qui arrivent d'un peu partout, je pense qu'ils n'ont pas la même expérience et il ne faut pas sévir en partant. Je pense qu'il y a de la place à la prévention et la réparation, si on veut. Tout à fait. Merci. Si vous regardez, Sonia Morin a publié une entrée de blog sur la question. Alors, vous pouvez aller voir. Là, elle a mis dans la conversation, elle a mis le lien. Ah oui, merci. Parfait, merci.
Monsieur Lavigueur dit que si la performance est valorisée plus que l'apprentissage, les étudiants vont bien comprendre le message. Mais c'est notre système d'évaluation finalement, parce que qu'est-ce qu'on prône, c'est la performance. On ne mesure que la performance. On ne mesure pas le processus, puis voir à différents moments de leur apprentissage où ils en sont rendus. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par riposte graduée, Brigitte? Bonjour. Alors, je voulais évoquer le fait de graduer nos réactions face au comportement de plagiat, c'est-à-dire de ne pas tout de suite enclencher la grosse guerre face à un étudiant qui plagie, mais mettre en place des dispositifs gradués. Personnellement, moi, c'est ce que je fais avec les étudiants, c'est-à-dire que la première fois que je constate un plagiat, je les convoque et il y a un entretien avec eux. Et j'essaie de justement comprendre pourquoi ils l'ont fait, de leur faire comprendre pourquoi ils ne devraient pas le faire. Et s'ils recommencent, là, je me fâche vraiment. Mais la première fois, je suis relativement bienveillante, on va dire. Oui. Pour la petite histoire, parce que j'aime bien les petites histoires, l'étudiant on avait beaucoup d'étudiants qu'on avait attrapés pour plagiat, enfin, qui nous étaient envoyés, nous, c'est pas nous qui les prenions, les étudiants, la main dans le sac, c'était les enseignants qui nous les envoyaient en section disciplinaire. Donc le papa dont je parlais, qui était intervenu pour nous signifier son incompréhension, il avait demandé aussi à son enfant de nous offrir des cadeaux pendant la section disciplinaire. Et c'était assez amusant. Et donc, et ça avait donné lieu à une autre convocation parce que, notamment, peut-être que Brigitte s'en souvient, ça avait fait, entre guillemets, grand bruit à l'université parce que les collègues s'étaient vus offrir des théières, hein, donc c'était très gentil, mais les théières étaient remplies d'argent. Et quand le vice-président avait dit non mais on fait pas ça, monsieur ici, et le père vraiment, c'était une incompréhension. C'était mais nous, c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'était vraiment, même dans mon entreprise, même les diplômes, enfin, c'était assez surprenant. Hein. Il y a quelqu'un qui a levé la main, on entend le son, mais on ne peut pas voir. Alors, si vous avez si vous voulez interagir, ouvrez tout simplement votre micro. Sonia, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'aurais aimé ça, savoir si Jérôme pouvait expliquer, par exemple, dans le cas des étudiants chinois, on disait au tout début de la présentation que pour eux… Sonia, je suis désolée, on t'entend vraiment pas. Mets ton micro devant ta bouche. Merci. C'est mieux, j'imagine? Je m'excuse, hein, j'ai vraiment de la misère avec tout ça. Je voudrais revenir à quelque chose que Jérôme a dit au début par rapport aux étudiants chinois qui justifiaient le plagiat comme rendre hommage à l'auteur original. Ma question, me semble, serait de comment peut-on rendre hommage si on n'a pas mentionné ou n'a pas fait référence à l'auteur? Il me semble qu'il y a là une contradiction. Jérôme, est-ce que vous pouvez expliquer? En fait, il y a des, c'est assez amusant quand on va dans certains cours, notamment avec les tout petits, puis même les jeunes adolescents. En fait, ils récitent des passages entiers d'ouvrages, mais sans forcément dire de quel ouvrage c'est. C'est-à-dire que leur enseignant leur dit vous devez apprendre tel bouquin, et ils apprennent le bouquin. Mais du coup, les enfants récitent à tour de rôle les pages, mais sans jamais… alors, c'est aussi parce que dans la classe, ils savent de quel livre il s'agit, certainement, mais du coup, ils ne renvoient jamais, ils ne réfèrent jamais ni à l'auteur, ni au titre de l'ouvrage, et ils répètent. OK. Je comprends bien. J'avoue que j'apprécie beaucoup. Il y a quelque chose que je n'avais pas encore compris de comment on pouvait faire du plagiat dans les examens, mais avec apprendre par cœur et redonner sans citer. Là, je viens de le comprendre. Je ne l'avais jamais compris. Fait que je vous remercie beaucoup pour ça. Donc, pour tout de suite, c'est beau. Merci. Merci. Martine, est-ce que tu veux que je continue à enregistrer ou…
Ben là, je voulais juste que... oui, tu continues, s'il te plaît. Tu vois que Brigitte dit aussi qu'au Moyen Âge, c'était aussi rendre hommage que d'imiter les classiques. Oui. Et moi, j'ai un père de 87 ans, c'est en fin de semaine, qui se plaît toujours à nous réciter les grands classiques et nous dire que lui, il est éduqué, qu'il a... Il dit pas ça, là, que j'ai dit ça. Mais donc, pour lui, c'est une fierté d'être capable, encore à son âge, de pouvoir réciter les grands classiques. Mais je me souviens pas de l'avoir entendu aussi, aussi fréquemment nommer les auteurs qu'il imitait. Oui. Oui. Vas-y, Sonia. J'ai une question qui est politiquement pas correcte. Est-ce que je peux la poser? Oui. Dernièrement, moi, je suis intervenue dans une faculté auprès d'étudiants internationaux à la demande de la faculté. Et j'ai eu l'impression vraiment qu'il y avait là quelque chose de très délicat, hein, d'intervenir auprès d'étudiants uniquement internationaux par rapport à l'intégrité intellectuelle et académique. Et je me suis posé la question du profilage. Je sais que c'est pas très beau à dire comme ça, là, mais je me suis demandé si on portait une attention plus grande du fait qu'on savait que les étudiants étaient qualifiés d'internationaux. Est-ce qu'on est plus attentif? Est-ce qu'on porte un regard plus aiguisé sur les travaux qu'ils nous remettent? Je vous l'ai dit, ma question est très politiquement non correcte, mais j'aurais voulu entendre. C'est une question très très intéressante. Non, je pense qu'elle est politiquement correcte. En fait, c'est simplement, je pense que vous faites allusion à un traitement discriminatoire d'étudiants en fonction de leur origine géographique. Je pense que tout le monde connaît aussi les travaux déjà anciens qui montrent que bien que chacun s'en défende, nous avons toutes et tous des stéréotypes. Nous avons toutes et tous des attentes vis-à-vis de certains facteurs qui ne sont pas forcément des facteurs très objectifs. Et en fait, on applique un traitement discriminatoire. Je me rappelle des travaux. Et je termine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer comment, quand on applique une discrimination sur certaines populations, en fait, on incite ces mêmes populations à adopter les comportements qui sont justement les comportements discriminatoires. C'est-à-dire que je me rappelle d'études qui datent un petit peu déjà en psychologie où les enseignants s'amusaient à découper la classe en deux de manière totalement arbitraire en disant vous êtes les bons en maths, vous êtes les nuls en maths. Ils font un travail en maths. Eh bien, les nuls en maths ont effectivement des performances moins bonnes que ceux qui étaient classés bons. Et l'enseignant après disait ah zut, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est vous les nuls et c'est vous les bons. Et on inverse. Et l'enseignant refaisait un examen de mathématiques et on voyait une inversion des performances académiques. Donc, c'est-à-dire que les gamins intériorisaient et intégraient cette norme sociale qu'on essayait qui était même pas du tout objective. Alors, il y a un collègue au Québec, peut-être que vous connaissez Monsieur Richard Bourris, qui travaille beaucoup sur les mécanismes d'acculturation. Il a fait des études comme celle-ci où il a demandé à des enseignants avec une toise et dans la classe, et les élèves qui étaient en dessous de la toise, c'était les élèves les moins intelligents, et ceux qui étaient au-dessus de la toise étaient les plus intelligents. Et l'expérience a duré comme ça plusieurs semaines, et on voit les résultats des gamins qui se conforment à cette discrimination-là. Et après, l'enseignante disait zut, je me suis trompé. C'est ceux qui sont en dessous de la toise qui sont les plus intelligents que ceux qui sont au-dessus. Et c'est assez spectaculaire de voir comment les enfants se conforment à des attentes. Je suis assez curieuse de savoir ceux qui sont dans les cégeps, qui enseignent dans les cégeps ou qui travaillent dans les cégeps. Est-ce que vous avez suffisamment d'étudiants de culture qui arrivent d'ailleurs pour voir ce type de différence-là dans les cégeps? Ça serait intéressant de savoir si vous avez ces différences-là au Québec.
Il n'y a personne qui ose répondre. Alors, je ne suis pas compétent pour répondre. Là. Oui, mais c'est ça, parce que je sais qu'on a beaucoup de profs du cégep. Madame Bergeron ou Monsieur Bergeron, je ne sais pas si c'est MH Bergeron. On vous écoute. Mettez votre micro. Oui, ben nous, au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, on a un campus d'étudiants internationaux à Montréal. On a 1800 étudiants. 99% sont indiens. On a des cas de plagiat, mais surtout beaucoup de tricherie en examen, énormément. Et j'étais au Cégep, au campus de Gaspé auparavant avec des Québécois. Donc, on voit apparaître des situations qu'on n'avait jamais vues. Alors, on parle de plagiat ou de tricherie assez massive dans ces circonstances-là et très peu stratégique durant les examens. Alors, c'est un problème spectaculaire qu'on a ici avec nos étudiants internationaux. On parlait tout à l'heure de la culture, mais il y a aussi, je pense, des éléments contextuels qui l'expliquent. Alors, on entreprend un chantier de sensibilisation auprès de ces étudiants-là, mais c'est assez spectaculaire et les enseignants sont un petit peu, sont devant une situation sont démunis devant la situation parce qu'on parle de toutes sortes de coller des réponses dans la fenêtre de la classe en sortant d'un examen. On parle d'avoir 2 cellulaires, d'en déposer un à l'entrée, mais d'en avoir un deuxième dans ses poches, des écouteurs Bluetooth. On parle de toutes sortes de situations. Mais on le sait, ces étudiants-là, ils sont des étudiants internationaux venus pour immigrer. Donc, la pression, elle est très, très forte sur la réussite et l'obtention du diplôme. Donc, il y a des facteurs contextuels qui l'expliquent. Mais oui, on est confronté devant ces situations-là et ces étudiants-là payent des frais de scolarité extrêmement chers comparés aux étudiants québécois, donc qui ne payent pas. Donc, il y a des enjeux qui sont contextuels qui expliquent tout ça. Alors oui, on a ces problématiques-là au collégial, ce que je n'avais jamais vu ou à peu près jamais vu en ayant enseigné pendant 15 ans au collégial, en étant conseillère pédagogique pendant 12 ans en Gaspésie. On voyait des cas de plagiat pour ignorance. On ne sait pas comment, ignorance méthodologique, je dirais, mais très peu de plagiat en situation d'examen. Mais là, ici, c'est très majoritairement ça. Oui. Voilà. Il y a Mme Asselin qui dit aussi que c'est la même situation chez elle, où les enfants qui arrivent d'ailleurs qui payent des gros frais de scolarité, évidemment, là, et pour qui l'échec est inacceptable. Et parce que peut-être que la sanction qu'ils vont avoir dans leur établissement scolaire est moins effrayante que la punition des parents, malheureusement. Sonia, tu veux intervenir? On t'écoute. Encore. Mais je voulais savoir par rapport à Madame Bergeron, j'avoue que ça doit être assez stressant de se rendre compte de la triche et du plagiat qui se passe dans ce collège-là à Montréal. Je me demandais si, devant le nombre ou la quantité de cas de triche, est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on remet en question la manière d'évaluer, par exemple, comment on enseigne? Est-ce que c'est suffisant pour regarder ce qu'on fait, pour se demander s'il y a moyen de faire autrement? Oui, si je peux répondre. Oui, en effet, on veut amener nos enseignants. Bon, on parle évidemment ici de formation continue, donc on offre des attestations d'études collégiales. En mode intensif aussi, les étudiants ont des formations sur 2 ou 3 jours pour leur permettre de travailler, pour permettre de payer leurs études. Ça aussi, c'est des facteurs qui sont très importants dans la situation. Mais oui, il faut amener nos enseignants à enseigner plus dans une approche par compétence et à évaluer dans le cadre de cette approche-là. Donc, moins être centré sur les connaissances que sur les compétences, bien entendu. Mais on est aussi dans un contexte où on a des enseignants qui œuvrent à la formation continue. Ça veut dire ce que vous imaginez, c'est-à-dire des
des enseignants qui travaillent ailleurs, parfois qui travaillent dans l'industrie, qui ne viennent qu'enseigner que la fin de semaine. Donc, c'est difficile de les suivre et de les encadrer. Ils sont à temps partiel, ce ne sont pas des enseignants permanents, ce sont des enseignants qui n'ont pas nécessairement de formation parce que les conditions d'embauche, il ne faut pas se cacher qu'à la formation continue, on n'a pas les mêmes conditions qu'à l'enseignement régulier. Donc, on recrute des enseignants, le recrutement est plus difficile, l'encadrement est plus difficile, tout devient plus complexe et difficile. Mais oui, il faut amener ces enseignants-là qu'on paye à la leçon. Entre autres, hein, c'est un des facteurs qui fait que c'est plus difficile aussi de les encadrer. Alors, si on veut les rencontrer, faut avoir des occasions, il faut même avancer des sous pour leur dire, ben viens, on va faire une rencontre pédagogique. Faut que je le paye, moi, mon enseignant, si je veux l'encadrer, parce que ça ne fait pas partie de sa tâche dans la formation continue au collégial, contrairement à ce que c'est à la formation au régulier. Donc, moi, j'ai l'expérience des deux types d'enseignement. Donc, le contexte de la formation continue est moins favorable à l'encadrement des enseignants et plus favorable au plagiat aussi dans le contexte où nous, on offre des formations en mode très intensif. Donc, les élèves ils ont entre 8 et 9 heures de cours par jour. Ils n'ont pas de pause pour faire des travaux scolaires entre les cours et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc, on travaille très, très fort à améliorer les choses présentement. Ça fait seulement 3 ans qu'on a ce campus-là. Donc, on est vraiment en chantier là, par rapport à tout ça, mais on progresse tranquillement. Merci beaucoup. Mais je pense que ce qu'on devrait retenir de votre message, Madame Bergeron, c'est que autant il faut former nos étudiants, il faut former nos enseignants pour tenter de diminuer le plagiat d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une excellente façon de prévenir. Tout à fait. Et aussi, je dirais plus loin que ça, je dirais que nos enseignants ont de la difficulté à mettre les sanctions en pratique devant une situation où l'étudiant va être en pleurs, va lui dire, bon, mais là, je vais retarder mes études. Donc, de mettre la sanction qui est la note 0, l'étudiant à dire, bon, mes parents qui me payent mes études, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais être obligé de faire une démarche devant l'immigration pour à demander une prolongation de mon permis d'étudiant. Donc, les enseignants sont devant des situations qui leur arrachent le cœur et souvent, ils n'osent pas déclarer le cas, ils vont rencontrer l'étudiant, mais ils vont plier et c'est compliqué pour l'enseignant aussi, parfois, d'appliquer la sanction parce que l'étudiant va être très aussi harcelant parfois après la sanction parce qu'il veut absolument réussir et donc les enseignants sont peu enclins ou en tout cas ils ont des difficultés à déclarer ces cas de plagiat. Là, ça demande beaucoup d'énergie et de temps pour un enseignant. Puis j'ai des enseignants qui m'arrivent une fin de semaine, là, il y a eu un examen sur 40 étudiants, ben on en a 12 cas de plagiat pendant l'examen. C'est énorme et de gérer ça, c'est très exigeant pour l'enseignant aussi. D'où l'importance de former. Alors, on va arrêter là. Premièrement, je voudrais remercier Jérôme Dinet pour sa présentation très intéressante qui nous donne tous de quoi réfléchir pour les jours à venir. Je voudrais mentionner à tous, n'oubliez pas que nous avons le 18 janvier un autre webinaire, donc vous êtes les bienvenus. Si vous ne recevez pas notre invitation, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vais vous mettre sur notre liste. Et c'est ça. Ça termine. Alors, merci beaucoup à Jérôme. Bien, merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.